Chapitre 21. Le vol. Invisible et libre. Invisible et libre, Marguerite survola la ruelle et se retrouva dans une autre qui coupait la première à angle droit. Cette ruelle rapiécée, rafistolée, tordue, interminable, avec la porte déboîtée de la droguerie où l'on vendait à la tasse du pétrole et en flacon une mixture contre les parasites, elle l'eut traversée en un instant et prit conscience du fait que même si elle était totalement libre et invisible, il fallait quand même qu'elle reste un petit peu raisonnable dans sa jouissance. C'est seulement par miracle que, parvenant à freiner, elle évita à l'angle de s'écraser contre un vieux réverbère tordu. Marguerite l'esquiva, serra son balai-brosse plus fort et vola plus lentement en faisant attention aux fils électriques et aux panneaux suspendus au-dessus de la chaussée. La troisième ruelle menait directement à l'Arbat. Là, Marguerite, maîtrisant complètement la conduite du balai, comprit qu'il obéissait au moindre contact de sa main ou de ses jambes et qu'en volant au-dessus de la ville, il fallait être très attentive et se tenir un peu la bride. En outre, il lui était devenu parfaitement clair dans la ruelle, déjà, que les passants ne la voyaient pas. Personne ne levait la tête, ne criait « Regarde, regarde !» ne se jetait de côté, ne hurlait, ne s'évanouissait, ou n'était pris de fou rire. Marguerite volait, sans bruit, très lentement, et pas très haut, à peu près au niveau d'un premier étage. Mais même en volant aussi lentement, juste à l'instant de déboucher sur l'éclairage aveuglant de l'Arbat, elle fit une fausse manœuvre et se cogna l'épaule contre un disque lumineux sur lequel on avait dessiné une flèche. Cela mit Marguerite en colère. Elle fit faire marche arrière à son balai obéissant, se déporta, ensuite de quoi, se jetant brusquement sur le disque, elle le cassa en 1000 morceaux avec le bout du balai. Les débris dégringolèrent avec fracas, les passants se jetèrent de côté, on entendit des coups de sifflet et Marguerite, cet acte inutile accompli, éclata de rire. Sur l'Arbat, il faut que je sois encore plus prudente, se dit Marguerite. C'est un tel fouillis par ici qu'on ne s'y retrouve plus. Elle entreprit de plonger sous les câbles. Marguerite voyait flotter sous elle les toits des trolleybus, des autobus, des voitures particulières, et sur les trottoirs, Marguerite avait l'impression de voir des rivières de casquettes. De ces rivières se détachaient des ruisselets qui s'engloutissaient dans les gueules flamboyantes des magasins de nuit. « Ah, quel magma !» se dit irritée Marguerite. « On ne peut même pas se retourner. » Elle traversa l'Arbat, reprit un peu d'altitude à peu près au niveau des 3e étages et longeant les tubes à l'éclat aveuglant du bâtiment d'angle du théâtre, elle flotta jusqu'à une ruelle étroite, au bâtiment élevé. Là, toutes les fenêtres étaient ouvertes et partout par les fenêtres s'élevait de la musique diffusée par la radio. Curieuse, Marguerite regarda par l'une d'elles, elle vit une cuisine. 2 primus ronflaient sur leurs plaques et 2 femmes se tenaient devant, cuillère à la main, et s'injuriaient. « La lumière dans les toilettes, on l'éteint quand on sort. Voilà ce que je vous dirais, Pélagueïa Petrovna, » disait une femme face à une casserole contenant quelque chose qui fumait à gros bouillon. « Sinon nous, on vous convoque pour expulsion. »« Vous aussi, vous êtes bien, » répondait l'autre. « Vous êtes bien toutes les 2 !» dit Marguerite d'une voix sonore, basculant à l'intérieur de la cuisine par le rebord de la fenêtre. Les 2 enragés se tournèrent vers la voie et restèrent cloués sur place, leur cuillère sale à la main. Marguerite tendit prudemment la main entre elles et éteignit les 2 primus. Les femmes firent « Oh !» et restèrent bouche bée. Mais Marguerite s'était déjà lassée de la cuisine et s'était envolée dans la ruelle. Au bout de la ruelle, son attention fut attirée par une immense et somptueuse bâtisse de 7 étages. Un immeuble qui, visiblement, venait tout juste d'être construit. Marguerite descendit, et une fois au sol, elle vit que la façade de l'immeuble était ornée de marbre noir, que les portes étaient larges, que derrière les vitres on distinguait la casquette galonnée d'or et les boutons d'un portier, et qu'au-dessus des portes se lisait en lettres d'or cette inscription « Immeuble du Dramlit ». Marguerite regardait l'inscription en plissant les yeux et en essayant de comprendre ce que pouvait signifier ce mot « Dramlit ». Son balai-brosse sous le bras, Marguerite entra sous la porte cochère, bousculant au passage le portier ébahi, et vit près de l'ascenseur, sur le mur, une immense plaque noire, avec dessus, inscrit en lettres blanches, des numéros d'appartements et le nom des occupants. L'inscription « Immeuble du dramaturge et du littérateur » lui fit pousser un hurlement sauvage venu du fond de son être. Elle s'éleva dans les airs un peu plus haut et lut avidement les noms Koustov, Fofrerovski, Kfant
Krapulnikov, Latunsky. « Latunsky !» cria Marguerite. « Latunsky ! Mais c'est lui ! C'est lui qui a perdu le maître !» Le portier à l'entrée, les yeux écarquillés et tressaillant même de stupeur, regardait la plaque noire en essayant de comprendre ce prodige. Comment se faisait-il que la liste des occupants, soudain, s'était mise à crier? Marguerite montait déjà les escaliers à toute vitesse, répétant dans une espèce d'extase « Latunsky, 84, Latunsky, 84. Voilà, à gauche, le 82, à droite, le 83, encore un peu à gauche, 84, c'était là. » Et sa carte de visite? Oh, Latunsky. Marguerite sauta à bas de son balai et la plante de ses pieds, toute brûlante, fut agréablement rafraîchie par la pierre du palier. Marguerite sonna une fois, une autre, mais personne n'ouvrait. Marguerite appuya encore plus fort sur le bouton et entendit bien la sonnette résonner dans l'appartement de Latunsky. Oui, jusque sur son lit de mort, l'occupant de l'appartement 84, 7e étage, devait être reconnaissant au défunt Berlioz que le président du Massoli se soit fait écraser par un tramway et que l'hommage funèbre ait été fixé précisément ce soir-là. Le critique Latunsky était né sous une bonne étoile. Cette étoile lui épargna la rencontre avec Marguerite, qui était devenue sorcière ce vendredi-là. Personne n'ouvrait. Alors, de tout son élan, Marguerite redescendit, comptant les étages, vola jusqu'au rez-de-chaussée, jaillit sur le trottoir, et les yeux levés, compta et recompta les étages depuis l'extérieur, essayant de comprendre quelle fenêtre était vraiment celle de l'appartement de Latunsky. Sans le moindre doute, c'étaient 5 fenêtres obscures, à l'angle de l'immeuble, au 7e étage. Une fois qu'elle en fut assurée, Marguerite remonta dans les airs, et quelques secondes plus tard, par une fenêtre ouverte, elle entrait dans une pièce sans lumière, où la lune traçait juste un mince sentier d'argent. Marguerite suivit ce sentier en courant. Elle tâtonna le long des murs pour trouver l'interrupteur. 1 minute plus tard, tout l'appartement était éclairé. Le balai brosse attendait dans un coin. Après s'être assurée qu'il n'y avait personne, Marguerite ouvrit la porte donnant sur le palier et vérifia la carte de visite. La carte était en place. Marguerite était bien là où elle voulait. Oui, raconte-t-on même encore aujourd'hui, le critique Latunsky blêmit en repensant à cette soirée terrifiante et aujourd'hui encore, c'est avec vénération qu'il prononce le nom de Berlioz. Personne ne sait quel noir et sinistre crime aurait marqué ce soir-là, toujours est-il qu'en revenant de la cuisine, Marguerite tenait un lourd marteau. Nue et invisible, la volante essayait de se contenir et de se calmer. Ses mains tremblaient d'impatience. Marguerite visa attentivement et frappa de son marteau les touches du piano, et l'appartement tout entier fut déchiré par un premier hurlement de douleur. Le malheureux Becker de salon, totalement innocent, poussait des cris farouches. Ses touches s'enfonçaient, leur plaquage d'ivoire volait en 1000 morceaux. L'instrument criait, grondait, râlait, sonnait. Avec un bruit de revolver, le couvercle laqué de la caisse de résonance céda sous le marteau. Marguerite, haletante, enfonçait, arrachait les cordes à coups de marteau. Elle finit par s'épuiser, se rejeta en arrière et s'affala dans un fauteuil pour reprendre son souffle. Dans la salle de bain, l'eau grondait à faire peur. Dans la cuisine aussi. « Ça doit commencer à couler par terre », se dit Marguerite, et elle ajouta à haute voix « Pas le moment de prendre racine ». Un ruisseau coulait déjà de la cuisine dans le couloir. Ses pieds nus pataugeant dans l'eau, Marguerite amenait des seaux d'eau de la cuisine dans le bureau du critique et elle les renversait dans les tiroirs de son secrétaire. Ensuite, après avoir fracassé au marteau les portes de la bibliothèque de ce même bureau, elle se précipita dans la chambre à coucher. Elle détruisit l'armoire à glace, en sortit le costume du critique et le noya dans la baignoire. Sur le somptueux lit double de la chambre à coucher, elle versa tout le contenu de l'encrier qu'elle avait raflé dans le bureau. La destruction qu'elle accomplissait lui procurait un plaisir brûlant, mais en même temps, elle avait toujours l'impression que le résultat en restait maigre. C'est pourquoi elle se mit à faire n'importe quoi. Elle cassa les jardinières au ficus dans la pièce où se trouvait le piano. Avant d'avoir fini, elle revint dans la chambre à coucher et, armée d'un couteau de cuisine, elle déchira les draps, elle brisa les photos sous verre. Elle ne sentait aucune fatigue, mais la sueur ruisselait sur son corps.
À ce moment, dans l'appartement 82 sous l'appartement de Latunsky, la femme de ménage du dramaturge Kvant prenait son thé à la cuisine et ne comprenait pas pourquoi en haut elle entendait ce remue-ménage, ce fracas, ce tintamarre. Elle leva la tête et vit soudain que sous ses yeux le plafond passait du blanc à une espèce de teinte bleue cadavérique. La tache s'élargissait sous ses yeux et brusquement, des gouttes se mirent à y perler. La femme de ménage resta bien 2 minutes à s'ébahir devant ce phénomène jusqu'à ce moment où ce fut une véritable averse qui s'abattit du plafond en tintant sur le plancher. Là, elle bondit, plaça une bassine sous les trompes d'eau, ce qui ne fut d'aucune aide du fait que l'averse s'amplifiait et commençait à inonder la cuisine et la table chargée de vaisselle. Alors, poussant un cri, la femme de ménage de Kvant bondit hors de l'appartement dans l'escalier et à l'instant, des coups de sonnette résonnèrent chez Latunsky. « Bon, ça se met à sonner, il est temps d'y aller, » dit Marguerite. Elle sauta sur son balai-brosse, écoutant la voix féminine qui criait par le trou de la serrure. « Ouvrez ! Ouvrez, Doucia, ouvre! Il y a une fuite chez vous, quoi! Ça nous a tout inondé !» Marguerite s'éleva d'1 mètre dans les airs et frappa sur le lustre. 2 ampoules éclatèrent, et les pampilles volèrent de tous côtés. Les cris, par le trou de la serrure, avaient cessé. Des pas précipités tenaient dans l'escalier. Marguerite s'envola par la fenêtre, se retrouva à l'extérieur, prit un léger élan, et d'un grand coup de marteau, elle fit voler la vitre en éclats. La vitre émit un sanglot, et des débris de verre dégringolèrent le long du mur de marbre poli. Marguerite vogua jusqu'à la fenêtre suivante. Loin, en bas, des gens se mettaient à courir sur le trottoir. Une des 2 voitures qui étaient à l'arrêt devant l'entrée se mit à vrombir et s'éloigna. Après en avoir fini avec les vitres de Latunsky, Marguerite vogua jusqu'à l'appartement voisin. Les coups se firent plus fréquents. La ruelle s'emplit de tintements et de fracas. Le portier jaillit hors de la première entrée, leva les yeux, resta un instant indécis, et faute de comprendre sans doute par quoi il devait commencer, il se planta le sifflet dans le bec et se mit à siffler furieusement. Après avoir, avec un élan tout particulier, fait voler en éclats la dernière vitre du 7e au son des coups de sifflet, Marguerite descendit d'1 étage et entreprit, là encore, de casser les carreaux. Épuisé par sa longue inaction derrière les portes vitrées de son hall, le portier mettait tout son cœur à siffler, et de fait, il sifflait au rythme même des coups de Marguerite, comme s'il l'accompagnait. Durant les pauses au cours desquelles elle passait d'une fenêtre à l'autre, il reprenait son souffle, et à chaque coup que portait Marguerite, il gonflait les joues et sifflait de toutes ses forces, vrillant l'air nocturne jusqu'au ciel. Ces efforts, joints à ceux frénétiques de Marguerite, eurent de grands résultats. L'immeuble fut pris de panique. Les fenêtres encore intactes s'ouvraient toutes grandes, on y voyait surgir des têtes qui se cachaient aussitôt, et les fenêtres ouvertes, elles, se fermaient. Aux fenêtres des immeubles d'en face, sur un fond lumineux surgissaient les silhouettes noires de gens qui essayaient de comprendre pourquoi, sans la moindre raison, les fenêtres éclataient dans le tout nouvel immeuble du Dramlit. Les gens se précipitaient dans la ruelle, vers l'immeuble du Dramlit, et à l'intérieur, dans tous les escaliers, on entendait les pas précipités de gens qui s'agitaient en dépit du bon sens. La femme de ménage de Kvant criait à ceux qui couraient dans l'escalier qu'ils avaient été inondés, et elle fut très vite rejointe par la femme de ménage de Koustov, appartement numéro 80, lequel se trouvait sous celui de Kvant. Chez les Koustov, le flot depuis le plafond avait inondé et la cuisine et les toilettes. En fin de compte, dans la cuisine des Kvant, une énorme plaque de plâtre se détacha du plafond, cassant toute la vaisselle sale, et là, ce fut un vrai déluge, tout un fouillis de gravats détrempés restés en suspens sous l'averse. Là, des cris éclatèrent dans l'escalier de la première entrée. Volant devant l'avant-dernière fenêtre du 3e étage, Marguerite jeta un coup d'œil à l'intérieur et vit un homme qui, pris de panique, s'était affublé d'un masque à gaz. Après un coup de marteau dans sa vitre, Marguerite l'effraya, et il disparut de la pièce. Et soudain la frénésie de saccage cessa. Glissant vers le 2e étage, Marguerite jeta un coup d'œil par la fenêtre d'angle voilée d'un petit store sombre. La pièce était éclairée par une toute petite veilleuse, sous un petit abat-jour. Dans un petit lit à filets, il y avait un garçon de 4-5 ans qui s'était redressé et qui tendait l'oreille tout effrayé. Il n'y avait pas d'adulte dans la chambre.
Ils s'étaient tous précipités dehors, sans doute. « On casse les carreaux » dit le petit garçon. Et il appela « Maman ?» Personne ne répondit. Et il dit « Maman, j'ai peur !» Marguerite repoussa le store et vola jusqu'à lui par la fenêtre. « J'ai peur !» dit le petit garçon. Et il se mit à trembler. « N'aie pas peur. N'aie pas peur, petit garçon, » dit Marguerite, s'efforçant d'adoucir sa voix criminelle, éraillée par le vent. C'est des gamins qui cassaient des carreaux. « Au lance-pierre » demanda le gamin, cessant de trembler. « Oui, au lance-pierre, confirma Marguerite. « Et toi alors ?»« C'est Sitnik, » dit le gamin. « Il a un lance-pierre. »« C'est sûr. » Le petit garçon lança un regard finaud quelque part sur les côtés et demanda « Mais toi, tu es où, madame ?»« Je ne suis pas là, » répondit Marguerite. « Je suis dans ton rêve. »« Je me disais aussi, » fit le petit garçon. « Recouche-toi, » ordonna Marguerite. « Mets ta main sous ta joue et tu me verras en rêve. »« Bamba, viens dans mon rêve alors, » fit le petit garçon. Et il se recoucha à l'instant, la main sous la joue. « Je vais te dire un conte, » reprit Marguerite, et elle posa sa main brûlante sur le petit crâne rasé. « Il était une fois une dame. Elle n'avait pas d'enfant, et elle n'avait pas de bonheur non plus. Au début, elle pleurait, et puis elle est devenue méchante. » Marguerite se tut, retira sa main. Le petit garçon dormait. Marguerite posa doucement le marteau sur le rebord de la fenêtre et s'envola. C'était le bazar autour de l'immeuble. Il y avait des gens qui couraient et qui criaient sur l'asphalte du trottoir semé de verres cassés. Parmi eux, on distinguait déjà des miliciens. Soudain, une cloche sonna, et venant de l'Arbat, on vit déboucher dans la ruelle le camion rouge des pompiers avec sa grande échelle. Mais la suite n'intéressait plus Marguerite. En visant bien pour ne pas toucher un câble, elle serra plus fort son balai brosse et en un clin d'œil se retrouva au-dessus de l'immeuble infortuné. La ruelle en dessous se courba et glissa vers le bas. Elle fut remplacée sous les pieds de Marguerite par un entassement de toits coupé à angles nets par de minces coulées de lumière. Tout cela soudain reflua vers l'arrière et les longs colliers de lumière se fondirent et s'effacèrent. Marguerite donna un nouveau coup de rein et là l'entassement des toits disparut sous terre et elle vit surgir à sa place, en bas, un lac frissonnant de lumière électrique, et ce lac brusquement se leva à la verticale, ensuite de quoi il apparut au-dessus de la tête de Marguerite, et Marguerite vit que la lune brillait sous ses pieds. Comprenant qu'elle volait la tête en bas, Marguerite reprit sa position normale, et se retournant, elle vit que le lac, lui aussi, avait disparu, et que là-bas, derrière elle, il ne restait à l'horizon qu'une lueur rose d'incendie. Cette lueur, à son tour, disparut une seconde plus tard, et Marguerite vit qu'elle se retrouvait seule avec la lune qui volait à gauche au-dessus d'elle. Les cheveux de Marguerite étaient depuis longtemps dressés en gerbe sur sa tête et la lumière de la lune lui baignait le corps en sifflant. À la façon dont en bas, deux rangées de rares lumières se fondirent en deux lignes de lumière continue et à la vitesse avec laquelle elles disparurent derrière elle, Marguerite comprit qu'elle volait à une vitesse monstrueuse et fut stupéfaite de voir qu'elle arrivait à respirer. Quelques secondes plus tard, loin en bas, dans la noirceur de la terre, la volante vit surgir un nouveau lac de lumière électrique et le vit s'effondrer sous ses pieds, mais il se mit aussitôt à tourner en vrille et disparut sous terre. Encore quelques secondes, et la même chose se reproduisit. « Des villes !» cria Marguerite. Ensuite, 2 ou 3 fois, elle vit en dessous des espèces de sabres qui renvoyaient une lumière fragile et étaient couchés dans de grands fourneaux noirs grands ouverts, et elle comprit que c'étaient des fleuves. Levant la tête vers la gauche au-dessus d'elle, la volante s'émerveillait de voir la lune filer comme une folle en sens inverse vers Moscou, et en même temps,
restait étrangement immobile, en sorte que l'on voyait distinctement sur sa surface quelque chose de sombre et mystérieux, soit un dragon, soit un cheval magique tournant sa tête pointue vers la ville qu'elle venait de quitter. Là, Marguerite fut saisie par l'idée qu'au fond, elle avait tort de presser aussi furieusement son balai-brosse. Elle se privait de regarder quoi que ce soit comme il fallait, de jouir de son vol comme il fallait. Quelque chose lui dicta que, là où elle volait, on l'attendrait, et qu'elle n'avait aucune raison de se morfondre à une vitesse et à une altitude aussi démente. Marguerite pencha la brosse de son balai vers l'avant, de sorte que le bout de son manche se releva, et, ralentissant son allure à l'extrême, elle descendit vers la terre. Et c'est cette glissade, comme d'une luge aérienne, qui lui procura le plus de plaisir. La terre s'avança à sa rencontre, et au lieu de cette masse noire et informe qu'elle avait été, elle lui offrit les mystères et les charmes de ces nuits de lune. La terre avançait vers elle, et Marguerite vola juste au-dessus des brumes d'un pré couvert de rosée, puis au-dessus d'un étang. Sous les pieds de Marguerite chantait un chœur de grenouilles, et loin, quelque part, la bouleversant au plus profond, allez savoir pourquoi, roulait le bruit d'un train. Marguerite eut au fait de l'apercevoir. Il se traînait lentement comme une chenille semant des étincelles autour de lui. Marguerite le dépassa, puis elle passa une nouvelle fois sur le miroir d'un plan d'eau dans lequel elle vit flotter à ses pieds une deuxième lune. Elle descendit encore, et elle reprit son vol, et c'est à peine si elle n'accrochait pas du bout des pieds les cimes des pins gigantesques. Un grand fracas d'air froissé grandit derrière elle et se rapprocha de Marguerite. Peu à peu, à ce bruit de quelque chose qui volait comme un obus, s'ajouta, résonnant à des verstes à la ronde, un rire de femme. Marguerite se retourna et vit qu'elle était rattrapée par une espèce d'objet sombre et complexe. Arrivée à la hauteur de Marguerite, l'objet devint plus distinct, et elle vit que c'était quelqu'un qui volait, chevauchant quelque chose. Bientôt, ce fut tout à fait clair. Ralentissant, Marguerite s'était fait rattraper par Natacha. Totalement nue, les cheveux voltants et flottant dans les airs, elle volait à califourchon sur un porc gras qui tenait une serviette serrée entre ses sabots de devant, alors que ceux de derrière battaient l'air d'une façon frénétique. Son pince-nez qui étincelait de loin en loin à la lumière de la lune, puis s'éteignait tombé de son nez, volait à côté de ce porc retenu par un cordon, et son chapeau n'arrêtait pas de lui retomber sur les yeux. L'examinant de plus près, Marguerite reconnut dans le porc Nikolaï Ivanovitch et éclata d'un rire sonore qui résonna au-dessus de la forêt se mêlant au rire de Natacha. « Natashka !» cria Marguerite d'une voix stridente. « Tu t'es mis de la crème !»« Ma bonne Margarita Nikolaïevna !» répondit Natacha, réveillant par ses clameurs le bois de pin endormi. « Ma reine de France ! Mais lui aussi, je lui en ai mis sur son crâne chauve !»« Princesse !» pleurnicha le porc gras tout en emportant sa cavalière au grand galop. « Ma gentille Margarita Nikolaïevna !» criait Natacha en galopant à côté de Marguerite. « Je l'avoue, j'ai pris la crème. Nous aussi, on veut vivre et voler. Pardonnez-moi, ma maîtresse, mais je ne reviendrai plus. Pour rien au monde, je ne reviendrai. Oh, ce que c'est bien, Margarita Nikolaïevna. Il m'a demandé ma main. » Et Natacha se planta son doigt dans le cou du porc gras qui soufflait d'un air penaud. « Il m'a demandé ma main. Comment tu m'as appelé, dis ?» criait-elle, se penchant à l'oreille du porc. « Déesse !» gueulait celui-ci. « Je ne peux pas voler à cette vitesse. Je risque de perdre des papiers importants, Natalia Prokofievna. Je proteste !»« Mais va au diable avec tes papiers !» criait Natacha avec un rire insolent. « Voyons, Natalia Prokofievna, si quelqu'un allait nous entendre !» criait, suppliant le porc gras. Volant à toute bride aux côtés de Marguerite, Natacha lui raconta en riant aux éclats ce qui s'était passé dans l'hôtel particulier après que Margarita Nikolaïevna se fût envolée par la grande porte. Natacha avoua que, laissant tomber tous les objets qui lui avaient été offerts, elle s'était débarrassée de ses habits, s'était ruée sur la crème et s'en était enduite à l'instant. Il lui était arrivé la même chose qu'à sa maîtresse. Au moment où Natacha, riant de joie, s'enivrait devant la glace de sa beauté magique, la porte s'était ouverte et elle avait vu apparaître Nikolaï Ivanovitch. Il était tout bouleversé et tenait à la main la chemisette de Margarita Nikolaïevna en même temps que son propre chapeau et sa serviette.
Découvrant Natacha, Nikolai Ivanovitch était resté sans voix. Il s'était repris un peu et, rouge comme une écrevisse, avait déclaré qu'il estimait de son devoir de rapporter cette chemise, de la rapporter personnellement, et... « Ce qu'il n'a pas dit, le dégoûtant !» s'égosillait Natacha en riant. « Ce qu'il n'a pas dit, c'est ce qu'il voulait que je fasse. Cet argent qu'il me promettait, il disait que Klavdia Petrovna n'en saurait jamais rien. »« Qu'est-ce que tu peux dire? Je mens ?» criait Natacha au porc gras qui ne faisait que détourner la hure d'un air penaud. Pendant leur polissonnerie dans la chambre à coucher, Natacha avait mis un peu de crème sur Nikolai Ivanovitch et en était restée elle-même abasourdie. Le visage du respectable locataire de l'étage inférieur s'était changé en groin, et ses mains et ses pieds s'étaient garnis de petits sabots. Nikolai Ivanovitch s'était regardé dans la glace et avait lancé un hurlement sauvage et désespéré. Mais c'était trop tard. Quelques secondes plus tard, scellé, il s'envolait au diable loin de Moscou, en sanglotant de douleur. « J'exige le retour à mon apparence normale », fit soudain le porc gras, grognant et soufflant, d'un air à la fois frénétique et suppliant. « Je n'ai pas l'intention de voler vers je ne sais quel sabbat illégal. Margarita Nikolaïevna, il est de votre devoir de ramener votre femme de ménage à la raison. »« Ah, pour toi, je suis une femme de ménage maintenant. Une femme de ménage !» criait Natacha, pinçant l'oreille du porc gras. « Avant, je n'étais pas une déesse. Comment tu m'appelais ? » ?»« Vénus !» répondit Pleurnichard, le porc gras, en survolant un ruisseau qui bruissait entre les cailloux et en frôlant de ses sabots des touffes de noisetiers qu'il faisait murmurer. « Vénus ! Vénus !» cria triomphalement Natacha, une main sur la hanche, tandis que l'autre se tendait vers la lune. « Marguerite, ma reine, demandez qu'ils me laissent sorcière. Pour vous, ils feront tout. Ils vous ont donné le pouvoir. » Et Marguerite répondit. « Bien, je promets. Merci. » s'écria Natacha, et brusquement elle se mit à crier avec violence et comme une espèce de mélancolie. « You, you, plus vite. Allez quoi, accélère !» Elle pressa des talons les flancs de son porc gras, amaigri par sa course folle. Celui-ci accéléra si bien qu'il se remit à fendre l'air, et l'instant d'après, on ne voyait plus Natacha loin devant que comme un point noir, puis elle disparut complètement, et le bruit de son vol avait fondu. Marguerite continuait de survoler lentement un espace désert et inconnu, un espace de collines semé de rares blocs de rochers gisant entre d'immenses pins solitaires. Marguerite volait et se disait qu'elle devait être très loin de Moscou. Le balai-brosse ne volait plus sur les cimes des pins, mais cette fois, entre leurs troncs argentés d'un côté par la lune, l'ombre légère de la volante glissait par l'avant sur la terre. À présent, la lune luisait dans le dos de Marguerite. Marguerite sentait la proximité de l'eau et devinait que le but était proche. Les pins s'écartèrent et Marguerite arriva doucement par les airs à une falaise crayeuse. Derrière cette falaise, en bas, dans l'ombre, coulait une rivière. Le brouillard planait, s'effilochant sur les broussailles de la falaise abrupte. Dessus, sous le groupe solitaire, d'elle ne savait quels arbres aux larges branches, elle voyait clignoter les flammes d'un feu de camp et remuer des silhouettes. Marguerite eut l'impression qu'une sorte de musique joyeuse et obsédante montait jusqu'à elle. Plus loin, à perte de vue, la plaine argentée n'offrait plus le moindre signe d'habitation ou de vie humaine. Marguerite sauta du haut de la falaise et descendit à toute vitesse vers l'eau. C'est l'eau qui l'attirait après sa course aérienne. Elle rejeta le balai-brosse, prit son élan et plongea dans l'eau, la tête la première. Son corps léger traversa la surface comme une flèche et une gerbe d'eau jaillit presque jusqu'à la lune. L'eau était chaude, comme celle d'une étuve, et surgissant du gouffre, Marguerite put nager tout son soûl dans la totale solitude nocturne de cette rivière. Il n'y avait personne à côté de Marguerite, mais un peu plus loin derrière les buissons, on entendait des clapotements, quelqu'un qui s'ébrouait. Quelqu'un, donc, se baignait là-bas aussi. Marguerite bondit sur la berge, son corps brûlait après sa baignade. Elle ne ressentait pas la moindre fatigue, elle dansotait joyeusement sur l'herbe humide. Soudain, elle se figea et resta aux aguets. Les ébrouements se rapprochaient, et elle vit sortir de derrière les saules un gros homme, tout nu, coiffé d'un haut de forme de soie noire posé en équilibre instable sur sa nuque.
Ses pieds étaient couverts de vase, en sorte qu'on pouvait croire que le baigneur portait des souliers noirs. À en juger par la façon dont il soufflait et luttait contre son hoquet, il avait pas mal bu, impression que vint confirmer d'ailleurs une odeur de cognac flottant sur la rivière. Apercevant Marguerite, le gros homme plissa les yeux et cria joyeusement « Comment? Est-ce bien elle? Claudine? Mais c'est toi? Très consolable veuve. À toi aussi tu es là ?» Et il voulut la saluer de plus près. Marguerite recula et répondit avec dignité « Va te faire voir à tous les diables. Je ne suis pas Claudine. Prends garde à qui tu parles. » Et après un instant de réflexion, elle agrémenta ses paroles d'un chapelet d'injures impubliables. Tout cela eut au fait de dessouler le gros écervelé. « Oh !» s'exclama-t-il à mi-voix, et il tressaillit. « Daignez me pardonner, rayonnante reine Margot. Je fais erreur. Mais c'est la faute à ce maudit cognac. » Le gros homme mit un genou à terre, ôta son haut de forme en le maintenant au bout de son bras écarté, s'inclina et se mit, mêlant phrases russes et phrases françaises, à déblatérer des sornettes sur les noces sanglantes de Guessard, son ami parisien, et sur le fait qu'il était accablé par sa désolante bévue. « Tu pourrais mettre un pantalon, vieux dégoûtant, » dit Marguerite, s'adoucissant. Le gros grimaça joyeusement quand il comprit que Marguerite ne lui en voulait pas, et il lui déclara avec exaltation que s'il restait sans pantalon en ce moment, c'était pour cette seule raison que, dans sa distraction, il l'avait laissé au bord du Yenisseï, dans les eaux duquel il venait de se baigner, mais qu'il volait le reprendre. C'était tout à côté, ensuite de quoi, se confiant à ses bonnes grâces et à sa protection, il se mit à reculer, et il marcha ainsi jusqu'au moment où il glissa et bascula de tout son long dans l'eau. Et pourtant, même au moment où il tombait, il conserva le sourire de dévotion exaltée qui illuminait son visage encadré de petites rouflaquettes. Marguerite, quant à elle, lança un sifflement perçant et, remontant sur le balai qui venait d'accourir, se transporta de l'autre côté de la rivière. L'ombre de la falaise crayeuse n'atteignait pas l'endroit où elle était et la lune inondait toute la berge. Sitôt que Marguerite eut foulé l'herbe humide, la musique sous les saules se mit à jouer plus fort et une gerbe d'étincelles jaillit plus joyeusement d'un grand feu de joie. Sous les branches de saules semées de chatons tendres et duveteux, luisant au clair de lune, 2 rangées de grenouilles aux grosses joues se gonflant comme si elles étaient en caoutchouc jouaient une marche triomphale sur des petites flûtes à bec. Des mousses phosphorescentes accrochées aux rameaux de saule pendaient devant les musiciennes, éclairant les partitions, et sur les bouches des grenouilles couraient les reflets du feu de joie. C'est en l'honneur de Marguerite que se jouait cette marche. L'accueil qu'on lui faisait était des plus solennels. Des ondines translucides interrompirent leur ronde sur la rivière et agitèrent devant elle leurs longs colliers d'algues, et les saluts modulés par 2 voix gémissantes retentirent au loin sur la rive verdâtre et aride. Des sorcières nues, surgies de derrière les saules, s'alignèrent pour s'agenouiller et rendre hommage comme on l'aurait fait à la cour. Un satyre vola vers elle, lui fit un baise-main, jeta un lait de soie sur l'herbe, demanda si la reine s'était bien baignée, lui proposant de s'allonger et de prendre un peu de repos. C'est ce que fit Marguerite. L'être à pattes de bouc lui apporta une coupe de champagne. Elle la but, et son cœur en fut aussitôt réchauffé. Quand elle s'enquit de savoir où était Natacha, elle apprit qu'elle s'était déjà baignée et qu'elle s'était envolée plus loin sur son port gras vers Moscou pour annoncer que Marguerite ne tarderait plus et pour aider à préparer ses atours. Le bref séjour de Marguerite sous les saules fut marqué par un incident. Un sifflement résonna dans les airs et un corps noir, qui avait visiblement raté son but, s'effondra dans l'eau. Quelques secondes après, Marguerite voyait devant elle le gros homme aux rouflaquettes qui s'était si maladroitement présenté à elle sur l'autre berge. Il avait eu le temps, à l'évidence, de faire un aller-retour jusqu'à Yenisseï, vu qu'il portait un frac, mais il était trempé comme une soupe. Le cognac lui avait joué un mauvais tour pour la 2e fois.
Au moment de se poser, il s'était quand même retrouvé dans l'eau. Mais il n'avait pas perdu son sourire. Et c'est dans ce triste état qu'il fut admis à faire un baise-main à Marguerite, qui riait, à gorge déployée. Puis chacun se prépara. Les ondines achevèrent leur danse au clair de lune et disparurent dans son halo. Le satyre demanda à Marguerite quel moyen de transport elle avait employé pour aller jusqu'à la rivière. Apprenant qu'elle était arrivée à cheval sur un balai-brosse, il dit « Oh, mais pourquoi? C'est si inconfortable !» Il agença aussitôt à l'aide de 2 rameaux une sorte de téléphone douteux et pria quelqu'un d'envoyer une voiture et fut de fait obéi à la minute. On vit tomber sur l'île une voiture ouverte, de couleur Isabelle, mais au lieu d'un chauffeur ordinaire, c'était un freux noir à long bec, avec casquette à carreaux et gants à crispin qui conduisait. L'île se vidait. Les sorcières qui s'envolaient se dissipèrent dans le flamboiement de la lune, le feu achevait de brûler, les braises sombraient sous une cendre grise. Le gros homme aux rouflaquettes et le satyre firent monter Marguerite en voiture, et elle se laissa tomber sur le large siège arrière. La voiture hurla, bondit, et grimpa presque jusqu'à la lune. L'île disparut, la rivière disparut. Marguerite volait vers Moscou.